Revirement de situation depuis hier au pays des hommes intègres. Gestion difficile de l'après Blaise Compaoré à la tête du Burkina Faso après 27 années de présidence. Depuis hier, l'armée a repris contrôle en dissolvant le Conseil national de transition CNT mis en place et présidé par le duo Michel Kafando et Mohamed Zida qui sont dans les mains des putschistes. Et puis dans la foulée, la mise en place du Conseil national de la démocratie avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Voilà donc pour ramasser donc tout ce qui concerne le Burkina Faso, et c'est ce qui fait la une donc de l'information ce matin, ce qui justifie donc notre présence autour de ce plateau, un plateau qui accueille 3 invités. Nous allons en parler et également revenir dans notre cher pays, le Togo, parler du report du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. On évoque des raisons liées aux travaux, des raisons liées aux logistiques. Voilà, donc nous allons en débattre tout à l'heure avec nos invités, mais avant, le Mania libéré est dans les kiosques ce matin et titre donc nécessité d'une opposition efficace et novatrice. Les partis traditionnels, car CDPA, CPP, PDR, UFC et l'ANC ont montré leurs limites et doivent passer derrière le rideau, écrit le journal de Abbas Issaka que nous avons d'ailleurs autour de ce plateau. Nouvelle crise au Burkina Faso à la une du journal Mania libéré. Des éléments du RSP en colère prennent en otage le président du CNT, Michel Kafando. Perte de valeur de nos traditions et de nos us et coutumes. Comment les cadres des préfectures dénaturent les fêtes traditionnelles au Togo? Ça, je crois que ça intéresse. On va également en parler si le temps le permet. Et puis implantation politique. Le MCD installe ses bureaux dans le Wawa. Et pour finir, le journal écrit à la page 7, les fossoyeurs du football togolais se réjouissent. C'est donc dans les kiosques au prix de 250 francs CFA tous les mercredis exceptionnellement ce jeudi par rapport à l'actualité au Burkina Faso. Peut-être que le directeur de publication de ce journal Mania libéré est prévoyant. Nous allons voir ça tout à l'heure avec lui. Autour de ce plateau ce matin avec moi, Idelphonse Akpaki, il est le premier responsable de l'agence Togo Vision. Bonjour, bienvenue. Bonjour André et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et merci surtout pour la disponibilité parce que hier nous étions autour de ce plateau pour parler un peu des lacs et ce matin vous êtes là. Je rappelle que si vous êtes autour de ce plateau ce matin, c'est parce que au lendemain du 31 octobre 2014, le jour de la chute de Blaise Compaoré, vous aviez effectué à l'époque un voyage d'investigation au Burkina Faso, donc raison pour laquelle votre présence s'avère indispensable, je dirais, autour de ce plateau, comme spécialiste de ce sujet. Oui, c'est pas un problème. Merci. Nous sommes des serviteurs. Merci. Et notre second invité, Abbas Issaka, il est le directeur de publication du journal Le Mania libéré. Bonjour, bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de KNTB et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio E47. Voilà, et notre troisième invité, il est Acha Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Il était également là hier. S'il est revenu ce matin, comprenez que c'est la grosse artillerie déployée pour vous permettre à vous, Togolais, de mesurer l'ampleur de la situation qui prévaut au Burkina Faso avec l'armée qui semble décidée à mettre les pieds dans tous les plats. Ibrahim, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, et je rappelle que cette émission peut être suivie donc sur les ondes de radio KMTB actuellement. D'ailleurs, vous êtes en train de nous suivre sur la 102.7 FM. Émission suivie également dans les plateaux au niveau de la radio VGK à Anéco dans les lacs sur Radio Lumière. Et puis sur le web, 3 liens, le www.ebenradio.com, www.togovision.com et puis le www.laverte.org. Sans oublier bien sûr la télévision Espoir 47 qui nous abrite depuis la ville de Tchévi, la préfecture de Zio, le quartier Pali. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Et puis merci également à Sir Adomayakor Alban de la Meunière qui est à l'écoute et qui ne cesse de nous guider, de nous assister et de nous diriger afin que nous puissions relever le défi du professionnalisme dans l'exercice de notre profession. Je veux parler du journalisme. Merci donc à vous. Nous avons besoin de votre conseil en tant que sage et vous êtes disponible. Merci pour cette disponibilité. Nous n'allons cesser de souhaiter ou de proclamer la liberté à toutes les personnes qui sont chaque jour que tu fais à la recherche de la liberté parce que croupit-il ou croupissent-ils, j'allais dire, derrière les barreaux dans les prisons de Lomé à Saint-Cassé. Le jour vient.
Merci donc. Alors, rapidement, Ildefonse, avec vous. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, ce qu'on peut appeler revirement de situation depuis hier au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qui semble prendre la porte de non-retour, la porte de l'incertitude? Vous savez que je n'ai pas été surpris par les événements. C'est vrai que quand le confrère Ferdinand et moi avions fait ce déplacement sur le Burkina Faso il y a quelques mois, et que par la force des choses, nous avons touché du doigt certaines réalités. Au fil des jours, l'actualité a évolué, le pays a évolué. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas une surprise, parce que tout juste après le départ de Blaise Compaoré, rappelez-vous qu'il y a eu tout un tas de problèmes entre les premiers responsables, ceux qui ont conduit la révolution, avec la mise en place des nouvelles autorités, où l'armée avait voulu, à l'époque, toujours avec le général Dendéré, aujourd'hui considéré comme le ver dans le fruit. Ah, le ver dans le fruit. Oui, le ver dans le fruit, puisqu'il a été toujours là et il a toujours téléguidé les choses. Et donc, rappelez-vous que ce régiment de Blaise Compaoré, sinon de la garde présidentielle, le régiment de sécurité présidentielle, qui compte 1300 éléments, a dicté dans un premier temps sa loi, avant que les premières autorités, les nouvelles de l'époque, ne prennent les devants à travers d'âpres discussions. Alors, avec Kafando, une nouvelle équipe a été mise sur pied. Rappelez-vous aussi que la nomination de M. Zida à la tête du gouvernement n'avait pas tellement plu. Et aujourd'hui, tout cela rassemblé avec la destitution de l'unité là, puisqu'il y a eu une commission, la commission de réconciliation, qui a rendu un rapport tout juste après, et la dernière fois, qui a demandé que soit dissoute l'unité et la garde présidentielle, la RSP, et ce qui a encore enflammé les tensions, c'est le rejet de la candidature du candidat du parti de Blaise Compaoré. Vous voyez que tout cela réuni a provoqué... Monsieur Djibril Bassolé. Yes. Tout cela réuni a provoqué ce à quoi on a assisté depuis hier jusqu'à ce matin, où malheureusement, l'armée a encore pris le contrôle en dissolvant le Conseil national de la transition, le gouvernement, les deux responsables, le président de la République par intérim et le Premier ministre, en dissolvant le gouvernement et en destituant au finish le président de la République. Et donc c'est un coup d'État qui est consommé. Mais la rue s'est fait parler d'elle, mais pas comme ça a été le cas. Parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles, nous dit-on. Oui, puisque la RPC est déterminée à mettre la main sur toutes les institutions et à faire ce qu'elle veut faire. Ceci est déplorable, surtout quand aujourd'hui dans les pays africains nous parlons de la démocratie. Il faut soulever ce problème des armées africaines. Oui, Abbas, vous avez également repris le sujet à la une de votre journal ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette prise de position de l'armée qui part mettre maintenant à la place du Conseil national de la transition un Conseil national de la démocratie? Qu'est-ce que cela signifie? Non, en fait, vous savez, ce qui s'est passé et ce qui se passe jusqu'à ce jour au Burkina Faso, on a dit que c'était prévisible qu'on en arrive là. C'est les conséquences d'une transition mal gérée et mal négociée. Parce que lorsque vous êtes là en phase d'une transition, vous allez gérer une situation pour 1 an seulement. Et d'ailleurs, juridiquement, il y a certaines choses que des hommes qui sont en transition ne peuvent pas prendre.
Il y a des décisions. Des décisions très importantes que ces personnes-là ne peuvent pas prendre. Et ça a été fait, où on a constaté qu'après la remise du rapport du Conseil d'études de conciliation, on a dit de mettre à plat, bien de faire de telle sorte que le RCP disparaisse de la carte de Burkina Faso. Or, selon les informations, le régiment de la sécurité présidentielle, c'est le régiment le plus coté au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il est mieux payé, il a des conditions de vie au-dessus des autres militaires, et les gens là ne peuvent pas perdre ces genres d'avantages qu'ils ont à leur niveau. Et on insistait, et voilà là où on est arrivé. Et de deux, on dit qu'on exclut, on organise des élections exclusives au lieu d'être inclusives. On dit que ceux qui ont participé à ce que le Conseil constitutionnel a rejeté les dossiers de candidature des proches de Blaise Compaoré. Alors, il y a certaines questions qui se posent. Comment on a mesuré le quantum de ceux-là qui ont accompagné, qui ont dit qu'il ne faut pas aller, il faut réviser la Constitution jusqu'à ce qu'on arrive à les exclure d'une élection. Parce que la CEDEAO a jugé que cette décision même était, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé que cette décision prise ou bien le vote de cette loi par l'Assemblée transitoire n'est pas conforme aux règles démocratiques. Donc il devait en fait appliquer ce que la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO a recommandé, mais ça n'a pas été le cas. Et on va à des élections. Nous sommes à 3 semaines de ces élections. Et voilà, les autres ont dit, sans nous, ces élections-là n'auront pas lieu. Nous ferons tout pour les empêcher. Et voilà ce qu'ils ont fait à 3 mois des élections, à 3 semaines plutôt des élections. Ils ont pris les armes. Et ce n'est pas la première fois que cette armée-là, ce régiment, va faire intrusion au niveau du Conseil des ministres en demandant d'abord la démission du Premier ministre Isaac Sida. Ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois si je ne m'abuse. Et cette 4e fois, ils ont pris leur risque. Ils disent, nous allons faire tout pour que ces élections-là n'aient pas lieu. Si les autres ne participent pas, il faut des élections inclusives. Et aujourd'hui, ils ont dit, on dissout tout le Conseil national de transition, on met en place un Conseil national, un comité un Conseil national de la démocratie. Un Conseil national de la démocratie pour organiser des élections inclusives qui vont permettre à tous les Burkinabés d'être aussi des candidats, quitte au peuple de décider qui va diriger le pays ou pas. Mais si on est là à faire de l'exclusion, je pense que ça ne marche pas. C'est ça qui a amené ce coup d'État. C'était un coup de force, mais aujourd'hui c'est devenu un coup d'État. Voilà. Et Ibrahim, est-ce qu'on peut dire, quand on prend un peu cette situation, vous n'êtes sans savoir que le régiment de la sécurité présidentielle a été installé et transformé en main dure par Blaise Compaoré. L'armée, ce régiment a fait allégeance à Blaise Compaoré depuis plus de 27 années, avant sa chute le 31 octobre 2014. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut sentir la main invisible de Blaise Compaoré derrière cette opération, parce que tout est parti du rejet de la candidature de Djibril Bassoulé, qui se veut un homme proche, aux mains fortes, ayant soutenu ce projet de modification de la Constitution qui a fait chuter Blaise Compaoré. Non, mais je pense que dire tout de suite que cette unité, ou bien ce régiment de la sécurité présidentielle est subi peut-être une influence externe de l'un, ou bien qu'elle soit téléguidée par Blaise Compaoré, qui est, rappelons-le, à côté de la Côte d'Ivoire, juste à côté du Burkina. C'est la Côte d'Ivoire, c'est à quelques kilomètres. Je ne peux pas, en tout cas, affirmer ou bien dire avec une certaine assurance qu'il y a eu des mains visibles au niveau de la Côte d'Ivoire voisine pour pouvoir mettre un terme à la transition au Burkina Faso. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une réalité que nous devons accepter en Afrique, c'est l'influence de l'armée au niveau des décisions politiques. C'est que l'armée a toujours été omniprésente dans tout ce qui se passe en termes de politique dans les pays africains.
Et quand on parle de ce régiment, vous savez que partout, surtout sur les tropiques, l'unité qui s'occupe de la sécurité présidentielle est l'unité la plus dotée en matière d'arsenal militaire et un arsenal de guerre. C'est là où on trouve les grands tireurs d'élite et c'est là où on trouve aussi des soldats d'une vaillance vraiment exceptionnelle. Et avec une telle unité, je pense que la gestion de la transition au Burkina Faso devait aller de façon douce, ne pas frustrer les susceptibilités de cette unité, et faire de telle sorte que cette unité accompagne le processus. Mais quand il s'est agi, pour le cas du Burkina Faso, le Conseil de transition est allé plutôt en conflit avec cette unité. Quand on demande sa dissolution. La dissolution, c'est un conflit. Ils sont allés en conflit avec cette unité. Et c'est ça qui entraîne les conséquences. Vous savez, en politique, quoi qu'on dise, c'est une question de rapport de force. Le Conseil de la transition a, certes, les idées, les stylos, les micros, a de fortes gueules, mais n'a pas l'arsenal. N'a pas l'arme qu'il faut. Et donc vous voulez dire que l'arsenal militaire du Burkina est détenu par 1300 éléments du RSP? Non, je ne le dis pas, mais il dit les armes les plus sophistiquées se trouvent à leur niveau. Les armes les plus sophistiquées se trouvent à leur niveau. Et les vaillants soldats se trouvent, c'est ça. Et partout au monde, c'est ça. Quand vous prenez les États-Unis, ceux qui s'occupent de la sécurité d'Obama sont les meilleurs soldats des États-Unis. Un peu partout, c'est ça. Donc, il faudrait assurer la sécurité du chef de l'État. Et donc, avec une telle unité, on ne devait pas badiner. Malheureusement, au Burkina Faso, ils ont pensé qu'ils pouvaient mettre un coup d'effaceur sur cette unité et c'est fini, l'unité n'existe plus. C'est faux. C'est impossible. C'est là où je voudrais en appeler vraiment, vraiment à l'intelligence de certains des politiciens. Surtout en Afrique, quand vous voulez émettre des opinions politiques, quand vous voulez asseoir une certaine stratégie politique, intégrez toujours l'armée dans votre stratégie. Quand vous le faites hors et vous mettez hors l'armée, c'est que vous serez toujours rattrapé. L'armée a toujours sa loi. Et dans ce cas, permettez que je vous pose cette question, où se trouve l'aspect républicain de l'armée? Voilà, l'aspect républicain, c'est que quand vous êtes dans un pays, vous tous les citoyens ont droit quand même à la gestion de ce pays. Tous les citoyens ont droit de jouir aussi des retombées de ce pays. Mais maintenant, c'est des soldats, ils ont choisi leur métier. Et nous savons que quand on parle de la sécurité, quand on parle de l'armée joue un rôle prépondérant dans un pays. Mais on ne peut pas venir du jour au lendemain parce qu'il y avait quelqu'un qui était à la tête du pays, qu'on a chassé, on n'a pas eu besoin de lui. Et automatiquement, tous ceux qui s'occupaient de sa sécurité doivent être aussi des personnes non grata. Ça ne se fait pas comme ça. Ceux qui s'occupaient de sa sécurité devaient être plutôt intégrés dans le cadre de la transition. On devait les amener à encadrer la transition ou bien les amener plutôt à jouer un rôle prépondérant dans la sécurisation même de cette révolution. Aujourd'hui, la révolution est à l'eau. Il faut se dire la vérité. C'est comme ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu une grande révolution qui a fait partir Moubarak, mais par la suite, les frères musulmans n'ont pas bien géré cette transition, mais l'armée a repris le contrôle. Al-Zizi est là aujourd'hui. Moubarak est libéré. Tout ce sacrifice qui a été fait par le peuple égyptien. Où mettons cela? C'est la grande question. Oui, mais au-delà de ce que Ibrahim a dit par rapport à l'aspect républicain des armées africaines, surtout de l'armée du Burkina Faso, il faut dire que cette unité était une unité exceptionnelle, propre à Blaise Compaoré. C'est pourquoi... Non, payé par le contribuable burkinabé. Oui, et qui servait, et qui veut encore. Parce que... Non, je ne le pense pas. Jusqu'à preuve du cette unité servait la République. Non. Et protégeait le président de la République. C'est-à-dire que Blaise Compaoré incarnait cette institution. C'est l'institution que la chose de cette unité. Est-ce que vous savez on va laisser que Zida est membre de cette unité? Bien sûr. Mais Zida, au finish, n'a plus fait l'unanimité. Pourquoi? Parce que ce que Zida a commencé par incarner quand il est devenu Premier ministre n'est pas bien accueilli par le reste de cette unité-là. Et puis, rappelez-vous aussi, et si vous ne le savez pas, que Djibril Bassolé, c'est un ancien officier de la gendarmerie. Et quand vous prenez
Djibril Bassolé et le général Dendéré, qui sont des généraux, je ne sais pas comment dire, des autorités de cette armée-là, qui ont façonné cette armée, qui maîtrisent mieux cette armée. Mais quand vous les prenez, vous les mettez ensemble, et que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ils ont participé à l'échec de Blaise Compaoré lui-même. Sinon, ils seront mis aux arrêts comme certains officiers en ont été. Mais voilà pourquoi je dis aujourd'hui que le général Dendéré, c'est le ver dans le fruit. Mais il ne faut pas oublier que Djibril Bassolé aussi est un bras dur. Ce que les autorités de la transition ont oublié de faire, c'est qu'au moment même de la mise sur pied de cette équipe qui dirige aujourd'hui l'État, dans les premiers moments, ils devaient discuter de long en large de ce que l'on fera de cette unité-là. L'avenir du RSP. Oui. Dès les premiers moments, pour ne pas avoir ce que nous avons aujourd'hui. 1300 comme effectif, dotés d'armes sophistiquées. Mais nous ne comprenons pas. S'ils sont 1300, quel est l'effectif réel de l'armée du Burkina Faso? Pour qu'aujourd'hui, dans les rues et dans presque sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso, selon les correspondants internationaux, on dit que c'est les pick-up qui font les allers-retours et tout cela. Ils découragent tout regroupement. Vous voyez un peu que ça repose toujours un autre problème de l'armée, des armées africaines. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect républicain. Je parlerai de l'aspect de la neutralité des armées africaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu deux choses très importantes sur lesquelles il faut se statuer. Il y a eu la dissolution de la RSP qui pose problème, et puis du rejet de la candidature de Djibril Bassolé. Et quand nous mettons les deux ensemble, la RSP qui pendant longtemps a été cette unité-là qui a protégé Blaise Compaoré, et Djibril Bassolé qui a été un bras dur du parti de Blaise Compaoré. Mais aujourd'hui, le constat est là. L'armée du Burkina Faso a pris... Si on vous comprend bien, le RSP serait en train de protéger ses intérêts. Mais justement, parce que le choix qui a été fait de Kafando, ça a été quoi? Ça a été une négociation entre les acteurs politiques et ceux de la société civile du Burkina Faso. Je crois qu'un compromis a été trouvé pour qu'on mette là Kafando. Je crois que le même compromis a été trouvé pour qu'on mette Zida là-bas. Zida, qui est l'une des pièces maîtresses de cette unité exceptionnelle. Mais aujourd'hui, ici, tout capote. Mais c'est vrai que les deux confrères ont mis des accents sur la décision de la CEDEAO qui a demandé à ce que les choses n'aillent pas en ce sens. Dans l'exclusivité. Et puis, ce que Ibrahim a relevé par rapport au fait qu'on ne devait pas les mettre à l'écart. C'est tout. Tu concours à la situation d'aujourd'hui. Alors, Abbas, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train d'assister à une guerre d'intérêts? Parce qu'au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, il a fallu du temps pour mettre en place ce Conseil national de la transition. Et tout de suite, le Conseil national de la transition a été porteur d'initiatives qui portent sur 4 principaux points, notamment le rejet de la candidature. Ça, c'est le dernier acte, le rejet de la candidature de Djibril Bassolé. On a parlé également du procès de Norbert Zongo, un procès dans lequel plusieurs personnes, plusieurs agents ou éléments de ce RSP sont concernés, sont impliqués. On a également parlé du procès de Thomas Sankara, qui pointe également du doigt le RSP, et puis du projet de dissolution du RSP. Alors, je repose la question, est-ce que aujourd'hui on serait en train d'assister à une guerre d'intérêt? On ne veut pas peut-être aller devant les tribunaux et on veut mettre fin à toute initiative qui doit peut-être permettre au Burkina de retrouver un bon avenir. Oui, effectivement, chacun protège ses intérêts. Parce que quand vous prenez, en fait, il fallait qu'on définisse réellement la mission qui devait être assignée au CNT, au Comité national de transition, ce qui n'a pas été le cas. Et vous avez vu comment le CNT sautait du coq à l'âne en prenant des décisions, c'est-à-dire en prenant des affaires qui ne devaient pas être les siennes.
les affaires que tu viens de citer un règlement de compte. Et ce règlement de compte ne peut amener nulle part parce que aujourd'hui, comme on est en train de le dire, le RSP n'est qu'un régiment de 1300 et quelques, 1300 personnes. Or, vous allez voir l'effectif de l'armée burkinabé, ce n'est pas au-delà de 15 000. Donc pourquoi les autres se taisent? Pourquoi les autres unités se taisent? Alors que le jour, le 31 octobre dernier, ou bien c'était quand? Le 31 octobre 2014, lorsque les populations étaient descendues dans les rues, c'était avec l'aide de ces militaires-là qu'on a pu obtenir le départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Pourquoi aujourd'hui ces militaires-là se taisent face à ces 1300 personnes qui sont allées? C'est pour cela que j'ai dit que même par rapport à cette mobilisation que la société civile est en train de tenter de faire, ça ne pourra pas réussir du moment où les militaires, les autres restent muets et que c'est le RSP qui actuellement est en train de dicter la loi actuellement au Burkina Faso. Et les choses vont continuer ainsi. Et moi je me dis que si ça continue comme ça, dans 24 heures, ce serait le silence total et que le CNT dissout, le comité déjà dissous parce que le comité va entrer en activité et mener ses affaires parce que l'armée, quand on dit l'armée est solidaire, elle est toujours solidaire. Les militaires sont solidaires. Le respect de la hiérarchie. Les militaires sont solidaires entre eux. C'est pour cela que moi j'ai dit que ce silence des autres unités de l'armée, il y a la gendarmerie, les forces armées burkinabées, personne ne dit rien, passe à ces 1300 personnes du régiment de la sécurité présidentielle, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et que la population ne peut pas dire, on ne peut pas encore dire à la population, allons réclamer ce qui est de notre droit. En 2014, quand c'était un rassemblement spontané, une manifestation spontanée qui a été accompagnée par les forces armées. Mais cette fois-ci, quand les gens sont partis, on ne savait pas quand est-ce que le RSP est allé prendre en otage ils étaient en conseil des ministres. Quand est-ce que le RSP est rentré là, dans la salle du conseil des ministres pour le prendre? Mais ils les ont pris, ils sont partis à 14h et quelques, ils les ont pris, c'est après que la population a su. Maintenant, les tentatives de la population de se réunir pour faire échec à ce coup de force a échoué. Et aujourd'hui, on est arrivé à un coup d'État. Parce que la même armée qui avait protégé en 2014 la population s'est retournée pour tirer. S'est retournée pour tirer contre la population. Et depuis hier, les populations qui tentaient de se rassembler, c'est des barrières continuent sur elles. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est très très grave même. Et j'ai peur que les élections qui sont en train de se préparer aussi dans un mois, moins d'un mois en Côte d'Ivoire, oui, puisque Blaise Compaoré est aussi là-bas, dans la sous-région, ne puisse être entamé par ce qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso, parce qu'il y a des contestations également au niveau de Côte d'Ivoire là-bas par rapport à la candidature d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui prouve que les gens là ne peuvent pas profiter de cette situation pour dire donc la situation, on n'a qu'à annuler les élections parce que l'Union africaine ne peut pas continuer par soutenir. Il ne faut pas être médecin après la mort. Il faut arranger tout d'abord avant qu'on aille aux élections. Il ne faut pas que les gens meurent, donc on dit qu'on revient faire le médecin après la mort, qu'on mette des médiations, des négociations et autres. Un temps, c'était le président du Bénin qu'on avait pris comme médiateur au niveau de la crise burkinabé. Mais le président Kafando l'a rejeté, l'a recusé. Et ils disent que non, il ne veut pas de sa médiation. Et le problème est là. On n'a pas encore résolu tout le problème au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a ses problèmes. Il y a également la Guinée qui est là-bas. Il y a 3 élections dans la sous-région ouest africaine qui s'organisent. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a commencé. Et toutes ces élections-là sont entrées aux contestations. Entrées aux contestations. Et on ne sait pas ce qui va arriver demain en Côte d'Ivoire. Voilà. Ibrahim, la situation étant telle, est-ce qu'aujourd'hui, cette situation relance le débat de l'immaturité démocratique des Africains?
Non, immaturité démocratique, je dirais que c'est trop fort. Parce que quand dans certains pays la démocratie roule, ça marche bien. Non, parce que permettez, c'est juste une question, permettez, parce que quand on kidnappe les gens en plein Conseil des ministres, on dissout le Conseil national de la transition et on met en place un Conseil national pour la démocratie qui tire sur les populations. Non, mais je pense qu'il faut quand même relativiser ce que le confrère Abbas Issaka a dit. Sinon, les informations qui nous parviennent, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou bien des correspondants des grands organes de la presse internationale, c'est qu'il y a des coups de sommation. C'est-à-dire qu'on tire en l'air, c'est des balles réelles qu'on tire. Mais je n'ai pas dit qu'on tirait dans la population, j'ai dit qu'on tire à balles réelles. À balles réelles, et c'est des coups de sommation juste pour dissuader et pour amener la population qui, vous savez, c'est avec les mains nues que ces populations se rassemblent. Donc quand on tire comme ça, c'est une façon aussi de les disperser et de ne pas assister à la scène à laquelle Blaise Compaoré a assisté en octobre dernier, c'est-à-dire qu'une forte mobilisation qui, au finish, va les contraindre à mettre fin à leur projet de putsch. Ici, le putsch est consommé, il faut l'avouer, et si le putsch a réussi, c'est parce que d'abord, quand on parle du régiment de la sécurité présidentielle, c'est des gens qui sont habitués au palais du Kosiam, c'est des gens qui connaissent presque toutes les portes, toutes les issues, pour avoir travaillé pour Blaise Compaoré là-bas. Donc quand ils étaient en conseil, vous savez que pour aller dans la grande salle de conseil, donc ce n'est pas à part des alchimies, vous savez qu'ils connaissent déjà la route, ils sont allés, ils ont désarmé ceux qui étaient là-bas. Il y avait une garde, il y avait en tout cas des unités qui s'occupaient de la sécurité là-bas, mais ils sont allés, ils les ont désarmés. Et les militaires, ils savent se parler, ils ont leur code, et quand ils arrivent, ils diront que c'est les politiciens, ce ne sont pas les politiciens qui vont nous mélanger. Nous sommes solidaires, ce que vous allez faire, nous sommes avec vous. Et ils sont rentrés, ils ont séquestré le gouvernement. Ils ont dicté leurs lois, les négociations continuaient. Mais comme il y avait, comme vous le dites, il y avait Djibril Bassolé qui était au dehors, il y avait le général Dendéré qui était là aussi. C'est les bras durs de l'armée burkinabé. Donc au finish, ils ont pris le dessus. Les autres n'ont pas riposté parce que je me dis que d'abord, s'il faut évaluer, il faut faire le rapport de force. Le régiment de la sécurité présidentielle dispose d'arsenal vraiment, en tout cas d'une puissance de feu terrible. Et si les autres forces de l'armée devaient entrer en conflit avec eux, ça serait vraiment un carnage à Ouaga. Et je pense que les Burkinabés n'ont pas voulu aller dans cette option, mais ils ont laissé faire. Il revient maintenant à la communauté internationale de jouer sa carte. Parce qu'en Afrique, en faisant quoi? En Afrique, et c'est bien dit, on ne veut plus de coup d'État en Afrique. C'est pourquoi la tentative contre Nkurunziza a échoué. Parce que la communauté internationale a dit Nietz, nous ne voulons pas de coup d'État en Afrique. Mais comme on avait déjà accepté une révolution, comme on avait déjà accepté une révolution populaire qui a fait partir Blaise Compaoré, c'est-à-dire que les autorités qui sont actuellement au Burkina Faso ne sont pas des autorités qui sont issues des élections. C'est par un coup de force de la rue que ces autorités ont été installées. Donc il y a une autre force aussi de fait qui est venue balayer cette autorité. Vous savez qu'il faut souligner aussi la défaillance dans le service de renseignement de la présidence. Parce que si on est arrivé à mettre la main sur et le président de la République et le Premier ministre et les ministres, c'est parce qu'il y a eu une défaillance dans les renseignements. Puisque voilà la tête de l'État qui est... J'en viens. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que décidé, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui avait intérêt, c'est-à-dire ma question c'est à qui profite le crime maintenant? Il y avait quelqu'un peut-être qui avait intérêt à ce que Blaise quitte pour arriver. Il n'est pas arrivé, Zida vient, on enlève Zida, et il y a maintenant quelqu'un qui vient, qui s'appelle Général Gilbert Dendéré. À qui profite le crime? Justement, aujourd'hui, Dendéré s'est bien inspiré de Machiavel, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est lui le ver dans le fruit. Il faisait partie de ceux qui ont organisé la révolution, exécuté la révolution côté militaire. Et il est encore là. Dendéré faisait partie de ceux qui, à un moment donné, quand les premières autorités voulaient prendre fonction, quand on voulait les nommer, Dendéré
faisait partie de ceux qui s'interposaient. Vous voyez, maintenant, étant bien au parfum de la théorie de Machiavel, il sait comment la révolution a été préparée. Et vous avez à côté de Dendéré, Djibril Bassolé, des gens là qui maîtrisent très bien le Burkina Faso. Vous voyez que ça ne peut que réussir. Mais ce que nous craignons aujourd'hui, c'est que Dendéré et Bassolé, sachant très bien tout le contour de ce qui a été fait pour que Blaise Compaoré parte et que viennent les nouvelles autorités, aujourd'hui, quand ils sont là, ils vont tout faire pour ne pas se faire zigouiller. Parce que c'est eux qui maîtrisent tous ces plans-là. Et c'est ça. Vous avez relevé un truc tout à l'heure. Vous savez, les confrères de France 24, qui avaient un correspondant sur place, disaient, c'était le correspondant qui donnait l'information. Alors, le journaliste lui posait la question de savoir, mais est-ce que vous vous rendez compte que l'ancien président Blaise Compaoré est toujours en Côte d'Ivoire? Et il répondait, le correspondant répondait, non, il se trouverait en France. Le journaliste a dit non, il est rentré. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Maintenant, la question, la voici. Est-ce que vous faites un lien entre ce qui se passe là, au Burkina Faso, et la Côte d'Ivoire avec la présence de Blaise Compaoré? Vous savez ce que le correspondant a répondu? On a remarqué des mouvements d'aller-retour ces derniers temps. La Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc, vous l'avez si bien dit qu'aujourd'hui, il faut faire appel à la communauté internationale. Oui, la communauté internationale, mais est-ce que les Africains que nous sommes, est-ce que nous ne sommes pas mûrs pour vouloir de bonnes choses pour notre continent? Notre continent et nos pays, c'est la grande question. C'est la grande question. Puisque depuis hier nuit jusqu'à ce matin où le colonel est apparu à la télévision nationale pour annoncer le coup d'État, il y a toutes ces personnalités-là, de toutes les composantes, y compris les anciens présidents, les autorités religieuses et autres, qui ont formé un groupe pour aller rencontrer les putschistes. Mais c'est là où ils se sont rendus compte que, à part le capitaine dont on avait parlé dans un premier temps, il y avait le général Dendéré qui faisait partie des mutins. Allez-y comprendre quelque chose. Très bien. Vouloir de bonnes choses à notre continent, je crois que c'est le souffle qui motive la détermination de notre cher pays. Le Togo a abrité le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, annoncé pour avoir lieu dans quelques semaines. Ce sommet est reporté à une date ultérieure. Les informations parlent peut-être de 2016 ou de début 2017. Et côté gouvernemental, on évoque des raisons liées aux logistiques. Alors, Abbas Issaka, sommet de l'Union africaine reporté, causes liées aux logistiques. Oui, là aussi c'était prévisible parce que le Togo ne disposait pas d'infrastructures pour accueillir tout ce beau monde-là. On parle de près de 5000 personnes déléguées qui devaient arriver dans notre pays pour participer. Et l'hôtel de 2 février qui devait abriter le plus grand nombre de délégations et puis le sommet lui-même n'est même pas encore prêt parce que quand est-ce qu'on a commencé la réflexion de l'hôtel de février? On ne peut pas en moins de 6 mois remettre à neuf l'hôtel là qui est tombé à ruine qu'on a laissé depuis longtemps. Donc il fallait voir ce côté-là d'abord parce que quand vous prenez tous les hôtels que nous disposons ici, ça ne peut pas faire l'affaire. Regardez sur le plan des infrastructures routières, les routes qui mènent vers l'aéroport où lorsque les gens vont arriver, par où ils vont passer pour traverser la ville, ces routes-là ne sont même pas encore prêtes. Et la route de Colombe de la Paix en allant vers l'aéroport, c'est tout dernièrement qu'on a dit qu'on va l'élargir et on a demandé de casser les maisons. Est-ce qu'en moins de mois, on peut refaire cette route-là? Même la route au niveau de l'aéroport, ce n'est pas encore prêt. Et tout ceci, là, il y a beaucoup de choses qui manquent. La dernière fois, il y avait la visite d'une délégation de l'Union africaine pour faire le point et le constat des préparatifs
pour voir si le Togo peut, dans un mois, abriter le sommet. Mais ça n'a pas. Ils ont fait un constat amer et ils sont retournés. Or, pendant ce temps, il y a la Chine qui faisait des dons au Togo. Le Japon, le Japon aussi, dans le cadre des préparatifs de ce sommet. C'est appelé la Corée du Nord. La Corée du Nord aussi. On nous a fait don de plusieurs choses. Au même moment, le chef de l'État lui-même effectuait des déplacements pour inviter personnellement les chefs d'État et dans d'autres pays. Les chefs d'État pour venir participer. Et c'est un coup de tonnerre, un coup de couteau dans le... Mais sans oublier, il faut le préciser qu'il y a juste quelques jours, tout le gouvernement était à l'hôtel de février où le Premier ministre a rassuré donc de la finition dans un bref... Un grand hôtel même venait d'être ouvert là, de l'hôtel du Golfe. Dans le cadre de ce sommet, l'hôtel du Golfe qui a un standing bien au niveau de la rue de Lucam là-bas, qui a été ouvert par rapport à ça. Donc, et la dernière fois, le Premier ministre rassurait les uns les autres que l'hôtel de février sera fin prêt pour accueillir les délégués. Mais aujourd'hui, c'est un coup de tonnerre parce que le rapport de la mission de l'Union africaine a constaté que même dans un an, on ne peut pas tenir le sommet au Togo parce qu'il faut remettre les infrastructures en ordre avant de pouvoir accueillir les gens. Voilà. Ibrahim, la question c'est de savoir si les raisons évoquées par le gouvernement liées aux logistiques aujourd'hui convainc par rapport à ce report. Oui, s'il faut parler de la logistique, je pense que le gouvernement a parfaitement raison parce que vous constatez que le pays est en chantier et il venait d'évoquer avant même la prise de l'initiative d'abriter ce sommet. Oui, bon, le pays était en chantier. Le pays était en chantier, donc les principales routes qui mènent vers l'aéroport, l'aérogare même est en finition, donc vraiment, il fallait quand même terminer tout ceci avant d'accueillir ce grand monde qui allait arriver dans le cadre de cette conférence. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conférence même en elle, je pense que c'est un rendez-vous très important, d'autant plus que ça parle d'une problématique chose d'actualité. Parce que quand on parle de la sécurité maritime, et le Togo se place, à mon sens, comme un pionnier dans cette thématique. Parce que quand vous voyez un peu notre côte se trouve être la côte la plus sécurisée dans le golfe du Guinée. J'en ai pour preuve les bâtiments, les navires de commerce et tout ce que la marine marchande, les bâtiments de la marine marchande qui mouillent dans les eaux territoriales du Togo parce que notre marine ici est très efficace et quand les bâtiments là viennent et qu'il y a des tentatives des pirates, la marine de notre pays riposte et ça fait une intervention là, oui, la dernière fois, tout à fait, et ça met en confiance les armateurs. Donc disons que sur la thématique, le Togo est bien placé et que le Togo, en accueillant en tout cas ce grand rendez-vous sur la piraterie maritime, était, comme quoi qu'on le dise, le pays où il fallait quand même tenir cette grande rencontre. Bon, par rapport à la logistique dont le gouvernement parle pour pouvoir pour justifier le report de cette rencontre, je me dis que c'est vrai, le Togo n'aime pas faire les choses à peu près, donc on ne pouvait pas quand même accueillir tout ce beau monde avec tous les désagréments qu'on devait avoir au point de vue de logement et même de la circulation. Donc c'est bien que le Togo ait pu quand même pris ce courage en main pour reconnaître qu'on n'était pas prêt. Parce que la dernière fois, je l'ai dit, la sortie du Premier ministre au niveau de l'hôtel de 2 février était une théâtralisation. Parce qu'il est allé, il disait, il répétait à toute tête, il disait, mais est-ce que ça sera livré? Et les ouvriers disaient, attends. Bon, je me demandais, mais c'est quelle comédie? C'est le gouvernement qui était allé. Oui, mais c'était une comédie. Si n'était pas sûr, le Premier ministre n'allait jamais. Ouais, pourquoi je l'ai dit? J'ai dit c'était une comédie. Pourquoi c'est une comédie? Il ne revenait pas aux ouvriers de rassurer le Premier ministre. C'est eux qui travaillent le chantier. Mais ce n'est pas eux le maître d'ouvrage. Il y a l'entrepreneur qu'on doit voir. C'est l'entrepreneur de rassurer que le chantier sera prêt. L'ouvrier, lui, on vient lui dire fais ceci, il exécute. Il n'a pas une vision globale du chantier. Vous comprenez? Donc tout ce qui s'est passé la dernière fois, je disais que c'était une comédie. Et j'ai eu raison parce que 2 jours après, ces mêmes ouvriers qui rassuraient le Premier ministre étaient allés en grève. Ils ont fait un débrayage sur le site. Vous comprenez que quand on veut
prendre des options, il faut évaluer sincèrement la situation avant de sortir. Donc, avant de faire vous, ça a manqué. Ça a manqué du côté, oui. Je pense que les autorités togolaises, ceux qui sont chargés de l'organisation de ce sommet, ont failli. Ils n'ont pas évalué la situation avant de prendre des options. C'est un cafouillage. On nous dit que le sommet va tenir du 2 au 7. Entre-temps, on dit que non, on se dédie, c'est du 4 au 7. Maintenant, on nous dit que ça ne tient même plus, que c'est reporté à une date ultérieure. Ça voudrait dire qu'à quelque part, les gens ont failli. Les gens n'ont pas donné la vraie information au chef de l'État pour qu'au finish, les autorités du pays prennent la décision qu'il faut. Les gens ont failli. Et il faudrait situer les responsabilités. Quelles doivent être selon vous les conséquences? Les conséquences, c'est que... Parce que selon vous, ça veut dire que c'est un mauvais travail qui a engagé le chef de l'État dans une tournée d'invitation de ses pairs. Une mauvaise évaluation de la situation a été faite. Et quelles doivent être les conséquences? Les conséquences, c'est que actuellement, nous allons dire que le ministre Robert Doucet, qui devait être le maître d'orchestre de l'organisation de ce sommet, à mon avis, s'il était vraiment sincère avec lui, il devait démissionner parce qu'il y a eu échec à son niveau. Et quant au Premier ministre qui a promis à... Le Premier ministre, lui, il était dans sa coquette villa de la cité Ouya. On est venu lui dire que tout est prêt et que les choses vont aller. Et ben, lui, il a fait le déplacement en tant qu'autorité pour aller voir que bon, les choses étaient prêtes et que vraiment dans un jour, dans un jour récent, et le chantier allait être réceptionné, ce qui n'est pas le cas. Donc lui aussi doit tirer des conséquences par rapport à tout ce qu'il a envoyé sur le chantier pour qu'il aille évaluer la situation. Grosso modo, cela nous amène à parler de ce que nous avons toujours dit. L'hésitation dans les prises de décision. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'être hésitant, de s'engager ou ne pas s'engager. La politique ou bien la gestion d'une affaire, des affaires de la cité, se fait avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de confiance. Quand vous n'êtes pas confiant en vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, ne rentrez pas, ne prenez pas des options, ne rassurez pas des gens, ne sortez pas pour dire aux gens que nous allons faire ceci. Or, vous savez pertinemment que vous n'en êtes pas capable. Et Ildefonse, je vous vois, vous voulez réagir par rapport à ce report, vous avez à dire. Oui, mais juste placer quelques mots, parce que ça me fait sourire quand j'entends certaines phrases de la bouche de mes confrères. À mon avis, s'il faut être honnête, nous dirons que les autorités togolaises ont montré leurs limites. Parce que déjà, il faut se poser la question de savoir, est-ce que le Togo et tous ceux qui dirigent le Togo, c'est eux qui ont opté pour l'organisation du sommet ici, ou c'est quelqu'un d'autre qui leur a imposé cela? C'est la première question qu'il faut se poser. Si vous acceptez d'organiser un sommet chez vous, c'est que vous êtes à même, vous êtes à la hauteur de ce que vous voulez faire. Ou bien avez-vous appris que cela a été imposé aux autorités togolaises? Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, du 2 au 7, on passe de 4 au 7, et maintenant, c'est ad viternam. On ne sait même pas la date exacte. On nous annonce 2016 ou début 2017. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est quoi? Mais au-delà de cela, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Mais vous avez oublié que le gouvernement togolais a toujours évolué par improvisation. Et là, moi je dis que même si le ministre des Affaires étrangères a été défaillant dans ce qu'il a fait, je reviens à la charge. Le chef de l'État a tous les moyens qu'il faut. Le chef de l'État a tout ce dont il a besoin pour savoir si effectivement ce sommet-là peut tenir dans ce laps de temps. S'il ne l'a pas fait, mais c'est aussi grave. Quand vous parlez du Premier ministre qui a fait son one-man show, quand vous parlez même... C'est un one-man show. Non, il a été sur le terrain. Non, mais quand je suis le raisonnement de mon ami Ibrahim, il a fait un one-man show. Mais est-ce qu'il revenait aux ouvriers de dire au Premier ministre, une autorité étatique, oui, ça peut tenir, alors qu'il y a le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il faut faire ça?
est-ce qu'il faut offrir aux Togolais ces genres de spectacles désolants qui aujourd'hui, regardez le résultat que cela a donné. J'ai parlé tout à l'heure de la reculer pour mieux sauter est une bonne chose dans la vie. Je reviens sur un autre aspect. Est-ce que le chef de l'État était sûr? S'il n'était pas sûr, il n'allait pas effectuer ses voyages au Zimbabwe, au Sénégal et au Nigeria pour aller demander à ses pairs, mais écoutez, soutenez-moi. Mais dans tout cela, est-ce que vous vous rendez compte que le sommet qui a eu lieu, le sommet de la CEDEAO qui a eu lieu la dernière fois, n'a pas mentionné ce sujet-là? On a félicité le Togo et le Nigeria pour avoir organisé des élections. Mais quand vous parlez du sommet de la sécurité maritime, qui doit rassembler plus de 5000 personnes, c'est-à-dire venues de tous les horizons de la Terre, et qu'on n'en parle pas à un sommet de la CEDEAO. Mais là, nous sommes dans le cadre de l'Union africaine. On parle du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, pas de la CEDEAO. Et il s'avérait que le pays qui doit abriter cela est membre de la CEDEAO. Et bizarrement, les chefs d'État qui viendront sont pour la plupart de la CEDEAO. Je suis désolé, mais il y a ça. Il y a aussi le fait que, toujours contre le gouvernement, mais aujourd'hui, quand on nous avance des raisons de logistique, mais il y a au moins 3 mois ou 4 mois, si on a véritablement des gens qui ont à cœur la gestion de l'État, qui savent véritablement qu'ils ont la gestion de l'État, qu'ils ont une notion de la gestion de l'État, il y a 3 mois, ils devaient dire que ce sommet-là, pour des raisons de logistique, ne peut pas tenir. Soyons sérieux et honnêtes. Mais aujourd'hui, c'est des arguments farfelus. C'est trop farfelu qu'on nous dise. Vous savez qu'il a été dit que c'est au plus tard le 15 octobre que l'hôtel-là sera livré. On n'est pas encore au 15 octobre, nous sommes juste en septembre. Et justement, c'est pourquoi nous devons aller chercher ailleurs les raisons qui sous-tendent l'ajournement. Quitter le plan logistique? Non, ce n'est pas ça. Très bien, il nous reste 2 minutes à passer donc autour de ce plateau. Nous allons retrouver rapidement Abbas Issaka, puisque hier, Ildefonse et Ibrahim ont eu à se prononcer sur le spectacle dit désolant d'Annefor dans les lacs. Vous titrez aujourd'hui « Perte de valeur de nos traditions et de nos us et coutumes. Comment les cadres des préfectures dénaturent les fêtes traditionnelles au Togo ?» Dites-nous un peu, parlez-nous de cet article. Non, l'article, les gens vont chercher à le lire dans l'article. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi j'ai fait une analyse. Je ne vais pas me permettre de. C'est un constat. Véritablement, les cadres des préfectures dénaturent les fêtes traditionnelles autour. Oui, c'est un constat que j'ai fait. Quand les gens vont lire l'article, ils vont savoir, ils vont voir. J'ai dit comment. Je n'ai pas posé l'interrogation. J'ai dit les conditions dans lesquelles et ce qui se passe, comment ça se fait que les cadres des préfectures dénature nos fêtes traditionnelles, parce que vous allez voir que c'est des gens qui vont dans les préfectures, qui s'opposent, qui disent que c'est nous seulement qui allons organiser ces fêtes, et par après ça devient une affaire de politique et d'autres ne peuvent pas y participer si vous n'êtes pas dans leur politique. Donc nous avons fait tout un truc de choses de développement. Donc, vous renvoyez les lecteurs dans les kiosques. C'est au prix de 250 francs CFA. Eh bien, la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, le rendez-vous de Abi Alpha, El Hadji Abi Alpha est dans les kiosques. Il titre donc le préfet de Sotuboua, épicentre des tensions communautaires et foncières. Seco Group, la victime coupable de l'impossible bitumage de la route Lomé-Vaughan en foin. Pour un chantier de 26 milliards, les ministres Ayassor et Nyonfam ont encaissé une rétro-commission de 10 milliards, écrit le journal de Abi Alpha. Et puis, Hadj 2015, plus de 2030 pèlerins togolais en route vers Médine. Traitement inégal dans le monde de l'éducation au Togo, l'association des enseignants d'EPS menace. Et puis, chronique de la semaine également dans les kiosques ce matin, titre Faits divers face à face. Et puis, libre opinion, l'ongle incarné. Diplomatie, sécurité maritime, le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé reporté à une date ultérieure, informe chronique de la semaine qui écrit premier meeting du CAP 2015 après le scrutin du 25 avril. Jean-Pierre Fabre déclare qu'il est en lutte de
libération. Et puis, convention générale des femmes du parti LUNI. Le Conseil général des femmes du parti LUNI demande à Jean-Pierre Fabre d'agir pour favoriser une assise nationale de l'opposition. La transition burkinabé en difficulté, le président Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida gardés par le RSP. Est-ce le résultat de la politique d'exclusion de la transition? S'interroge chronique de la semaine. Écho du pays également dans les kiosques écrit: le JPD fait don de fournitures scolaires aux élèves méritants du canton de Pia. La conférence extraordinaire sur la sécurité et la sûreté et la sécurité maritime reportée sur l'année prochaine, écrit Écho du pays. Meeting du Cap 2015 samedi dernier à Lomé, Fabre et sa bande toujours dans la démagogie. Journée de l'entrepreneuriat et de développement, les travaux de la deuxième édition prennent fin demain. Rentrée scolaire 2015-2016 au Togo, les acteurs du monde éducatif se préparent pour la reprise des classes. Et puis Burkina, Kafando, Zida et des ministres retenus de force à la présidence par des éléments du RSP. Togo Matin également dans les kiosques ce matin, écrit dossier chefferie traditionnelle au Togo. Et puis report du sommet sur la sécurité maritime, est-ce un reculé pour mieux sauter, s'interroge Togo Matin. Et puis international, transition au Burkina à reprendre, écrit Togo Matin. Sport, championnat D1 et D2 vers une année sportive blanche, s'interroge Togo Matin. Et en éditorial, Blaise toujours au pouvoir, s'interroge Togo Matin. Et flambeau des démocrates, Loïc Lawson dans les kiosques ce matin, écrit médias, les journalistes à l'école des techniques de base du journalisme du 22 au 24 septembre prochain. Sommet sur la sécurité maritime à Lomé, coup de théâtre. L'UA prononce le report. Politique Cap 2015, meeting de sensibilisation à Ablogame, échec de la stratégie de remobilisation des troupes dans un bastion de l'opposition. La capitulation s'exclame, flambeau des démocrates et puis transport, trafic urbain et périurbain à Lomé. Les bus sauterelles des dangers permanents, point d'exclamation. Le DG Tendano interpellé. Sport, football, divorce prononcé entre Adebayor et Tottenham. Un signe de Dieu, s'exclame le journal politique des grands travaux au cœur des chantiers Sogea Satom, le développement des compétences locales en roue libre. Et puis Dunia, le monde pour finir est dans les kiosques aussi écrit scandale au commissariat d'Aguer. Pourquoi le procureur Essol Isam Poyodi a-t-il ordonné la mise en circulation d'un véhicule accidenté sans assurance? S'interroge Dunia, le monde. Essol Isam Poyodi doit faire preuve de professionnalisme et d'impartialité. Sécurité maritime, la conférence de Lomé sur la sécurité maritime reportée à une date ultérieure, écrit Dunia. Le monde politique de modernisation du port autonome de Lomé, des chiffres prometteurs au premier semestre 2015 et puis 30e édition de la foire Trade Expo Indonésie 2015. Les journalistes et opérateurs économiques outillés sur la foire de Jakarta. Coup de force au Burkina, le président, le premier ministre et des ministres pris en otage par des militaires hier. Et puis drame sur le tronçon Langabou-Niamassila, 6 militaires tués et plusieurs blessés dans un accident. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. Et c'est sur cette une que nous remercions nos invités, Ildefonse Akpaki de Togo Vision, Abbas Issaka du journal Mania Libéré et puis Ibrahim Acha du journal Temps Nouveau. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, que ce soit ici ou encore sur les médias partenaires. Je nomme bien Radio KMTB, Radio VGK, Radio Lumière, le www.togovision.com, le www.ebenradio.com, le www.laverte.org. Bien de choses à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Que demain soit meilleur pour le continent africain et donc pour les pays qui se partagent le continent. Merci et bien de choses à vous toutes et à vous tous qui êtes dans les prisons de Lomé à Saint-Cassé. Bonne journée, au revoir.